présenter les grandes réformes de l'Union africaine, une nouvelle vision du continent, comme le montre ce reportage de Sanassi Keita, notre envoyé spécial aux États-Unis. Ces cadres africains travaillant au compte du système des Nations Unies sont venus nombreux à cette rencontre initiée par le président en exercice de l'Union africaine. Objectif, faire le point sur les grandes réformes entamées au sein de l'Union africaine en vue de faire de cette organisation panafricaine la vitrine du développement du continent. Évidemment, ces ambitions, on ne pouvait pas espérer réaliser si nous ne donnons pas d'abord l'autonomie financière. Vous savez que le fonctionnement de la Commission dépendait souvent de l'aide de l'Union européenne. À partir du moment où nous avons décidé qu'on prenne notre destin en main, il fallait d'abord résoudre ce problème. Et ce que nous avons fait lors du sommet de Kigali, où nous avons décidé de consacrer 0,2% au financement, et ce qui couvre largement les besoins de la Commission. Ça, c'était le premier pas. En effet, nous disons toujours que l'essentiel des problèmes que nous connaissons en Afrique sont liés aux interventions étrangères. Lorsque, après notre élection, le président Issoufou et moi, on avait été invités au G8, à l'époque c'était G8 parce qu'il y avait la Russie, à Deauville. Il était question d'intervenir en Libye. Nous avons mis le G8 en garde. Nous avons dit votre intervention en Libye va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'État en Libye, et la proliferation des armes et du terrorisme chez nous. Parce que qui connaît la Libye savait comment le président Kadhafi gouvernait. Le gouvernement n'était pas ce gouvernement, c'est le gouvernement avec le chef de tribunal. S'il n'est pas là, il n'y aura plus d'unité. Et ensuite, lors du sommet de Malabo, on avait réussi à trouver une solution, puisque le président Kadhafi avait accepté de se retirer à site et qu'on mette un gouvernement d'union nationale en place. Au moment où nous envoyons une mission des chefs d'État dirigée par le président Zuma, c'est en ce moment qu'ils ont bombardé. Vous voyez tous ce qui a été. Mais il faut dire aussi que nous, Africains, nous sommes responsables. Parce que les membres africains qui étaient à l'époque membres du Conseil de sécurité ont voté la loi d'exclusion aérienne. Alors que la Russie et la Chine étaient prêtes à imposer leur veto, à partir du moment où nous, les Africains, nous acceptons, évidemment, non pas. Et ce qui a amené l'Union africaine à essayer de rattraper ce retard. Donc, si nous voulons prendre notre destin en main, la première chose d'abord, c'est d'assurer l'autonomie financière de notre organisation. La deuxième, c'est d'amener à parler d'une seule voix. Et ce qui n'est pas toujours très facile, mais je crois que progressivement nous avons réussi à parler d'une seule voix. Mais cela ne suffit pas. L'Union africaine, les peuples ne se reconnaissent pas à l'Union africaine. Ils ne voient pas que c'est leur instrument. Comment faire pour que les peuples se reconnaissent à l'Union africaine? Comment faire en sorte que l'Union africaine soit vraiment une organisation de nos peuples? Je pense que c'est le principal défi auquel on était confrontés. Nous avons fait quelques réformes. Nous avons constaté d'abord que beaucoup de résolutions sont prises sans suite. Le président Kagame, qui est chef de la réforme, a comptabilisé 1500 résolutions qui n'avaient pas de suite. Pour que cela ne se reproduise plus, nous avons décidé que désormais nous allons limiter le nombre de sujets à 2 au maximum 3, et qu'ensuite, en juillet, ce sera un contrôle. Est-ce que les résolutions prises ont été appliquées? C'est le deuxième point très important. Le troisième, nous avons dit aussi que si nous-mêmes nous ne prenons pas au sérieux, nous les chefs d'État africains, si nous ne prenons pas au sérieux notre organisation, pourquoi voulez-vous que les autres prennent au sérieux? Nous avons bien décidé que lors des sommets, si ce n'est pas le président, c'est le vice-président ou le premier ministre, nous n'avons rien contre les ministres des Affaires étrangères, mais il faut que les chefs d'État africains eux-mêmes prennent leur organisation au sérieux en venant. Et exceptionnellement, on acceptera qu'en cas d'impossibilité qu'il y ait un ministre des Affaires étrangères. L'autre phénomène aussi qu'on constate, lorsque nous avons une réunion avec un État, par exemple le Japon ou un autre pays, ou la France, etc., 54 chefs d'État se déplacent pour un seul chef d'État, ce qui est vraiment ridicule. Comment on peut être 54 pour aller uniquement devant un seul chef d'État? Nous avons décidé aussi de mettre fin à cela et que désormais, ça sera le président de la Commission, le président en exercice et les 5 présidents des 5 régions. Mais le président de la Commission nous a fait remarquer que cette résolution avait déjà été prise lors du sommet de Banjul. Mais ça n'a pas été malheureusement appliqué. Et nous voulons maintenant que cela soit appliqué. Aussi, les réunions durent beaucoup. Nous avons, au dernier sommet, nous avons fini, je crois, une matinée avant.
Ça veut dire que si nous voulons, nous pouvons faire le sommet de l'Union africaine en une journée. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nous voulons que les problèmes africains soient réglés par les Africains. À commencer, parce que nous constatons que la présence des casques bleus en Afrique ne résout rien. Pourquoi? Nous avons plus de 20 000 casques bleus au Congo-Kinshasa. Ça fait combien d'années? Je ne sais pas combien d'années. Mais la situation ne fait que s'aggraver. Alors nous avons dit, mais pourquoi voulez-vous qu'un Bangladesh, citoyen Bangladesh, accepte d'aller mourir en Afrique? Ce n'est pas son pays. Donc nous avons dit désormais, il faut que nous travaillions avec les Nations Unies et que les casques bleus soient conçus essentiellement par les troupes africaines. Parce que c'est notre continent, c'est notre pays, nous sommes prêts à nous battre pour résoudre nos problèmes. Mais faudrait-il que nous négocions avec les Nations Unies pour trouver cette formule de coopération. Ensuite, le Conseil de sécurité. Vous savez tous très bien, depuis combien de temps nous revendiquons, parce que 70% des problèmes d'ici le Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Il est anormal réellement que nous soyons hors jeu lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, évidemment, nous tenons un langage franc à nos partenaires. Nous avons raté les 3 premières révolutions industrielles. Une des causes principales, c'est l'esclavage qui a vidé l'Afrique de ses forces vives. Donc il est important pour nous aujourd'hui que nous ne ratons pas la 4e révolution industrielle, qui est l'économie numérique, qui va nous permettre de rattraper notre retard. Donc pour cela, il est évident qu'il faut que nous développions nos pays. À commencer d'abord par la maîtrise de l'énergie. 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Comment voulez-vous développer un pays sans électricité? Notre première identification. Lorsque nous étions à Johannesburg, nous avons fait une pétition signée par tous les chefs d'État que nous avons adressée au président Hollande pour le COP 21. Et nous avons adressé la copie à nos ministres. Nous avons demandé 3 exigences. Nous avons dit que si ces exigences ne sont pas prises en compte au COP 21, aucun de nos ministres ne votera pour la résolution. Là, comme on a parlé d'une seule voix, on a eu raison. Donc le COP 21 a décidé de nous accompagner pour 10 gigawatts, de 2016 à 2020, pour 10 gigawatts. Et parle d'une seule voix, martèle le président en exercice de l'Union africaine. Ensuite, nous avons lancé un défi en disant, bon, nous sommes prêts à des défis si vous êtes capables de parler d'une seule voix. Parce que je pensais qu'on ne pouvait pas parler. Mais au sommet de Kigali, nous avons décidé de parler d'une seule voix et nous avons mis en place l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, dont j'ai été désigné comme coordonnateur. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avancer beaucoup, puisque nous avons en mars retenu 19 projets. Nous avons une réunion après-demain sur le conseil d'administration. Et c'est pourquoi nous avons voulu généraliser ce système en désignant des chefs d'État champions chargés de tel ou tel dossier. Ça nous permet de parler d'une seule voix. Par exemple, pour l'immigration, c'est le roi du Maroc. C'est-à-dire, après concertation, la seule personne qui veut parler de l'immigration, c'est le roi du Maroc. C'est extrêmement important quand nous voyons ce qu'on veut nous faire faire en réalité, au lieu de voir que l'immigration a comme cause la pauvreté, donc la rémission que nous avons subie et l'ensemble de notre pays, on tente plutôt à rejeter nos enfants vers chez nous. Et je crois qu'il est la responsabilité de l'Union africaine de travailler en coopération avec l'Union européenne pour qu'au sommet de novembre, effectivement, notre vision de la façon de régler l'immigration soit réglée. Mais comme il a dit, ce n'est pas facile. Les gens sont habitués à décider à notre place. Ils sont décidés à nous donner, à nous dire ce qu'il faut faire. Donc, c'est une très grande bataille. Mais je suis convaincu que nous allons la gagner. D'abord, nous avons fait la preuve à Genève, dans l'élection du directeur général de l'OMS, puisque là, l'Afrique a parlé d'une seule voix. Là, c'est un défi pour nous, les francophones. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y avait un candidat de la Grande-Bretagne, mais tous les pays anglophones africains ont voté pour le candidat africain. Maintenant, évidemment, c'est un défi. Est-ce que nous, les francophones, lorsque nous sommes dans cette situation, est-ce qu'on aura le même comportement? Ça. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons pris une voie et que personne ne reculera. Ça a été la même chose qu'il y a eu le conflit du Golfe. Nous avons réussi quand même à ramener tout le monde pour avoir une position unique de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas prôner la paix chez nous et pousser les autres à la guerre. Il est évident que l'Afrique souffre du terrorisme. Nous sommes contre le terrorisme, nous sommes contre le financement du terrorisme. Nous avons demandé à nos amis de résoudre le problème de façon pacifique par le dialogue. Et ça a été la position unanime de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, sur toutes les questions
il y a un champion, le roi du Maroc pour l'immigration, le président Bouteflika pour le terrorisme, le président Issoufou du Niger pour la zone de libre-échange en vue de créer un marché commun, le président du Ghana pour le JAR, le président Museveni pour l'intégration politique, et le président Alassane Ouattara pour l'agenda 2063, etc. Mais cela n'est pas possible si vous ne nous accompagnez pas. Vous qui êtes dans l'organisation internationale, si vous ne nous accompagnez pas, si vous ne reflétez pas cette volonté de l'Afrique aujourd'hui de se prendre en main, de prendre son destin en main. Parce que aujourd'hui, la jeunesse africaine montre qu'elle est prête au rendez-vous. Prenez les nouvelles technologies. Il y a presque plus de téléphones portables en Afrique aujourd'hui qu'en France. J'ai remarqué que nous avons la fibre optique et qu'en banlieue parisienne, il n'y a pas de fibre optique. Donc ça veut dire que la jeunesse africaine aujourd'hui est de plein pied dans la nouvelle technologie. Il dit seulement que nous avons de l'énergie et que nous donnons les moyens à notre jeunesse d'étudier pour réellement être plein dans cette révolution industrielle. Donc nous sommes prêts. Mais ce n'est pas une bataille facile. Les gens n'accepteront jamais que les problèmes africains soient décidés par les Africains. Parce qu'on est habitué, mais nous ne voulons plus, mais c'est nous à imposer cela. Et nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour les droits de l'homme, nous sommes pour le respect des droits de l'homme dans toutes ses formes. Mais la démocratie des droits de l'homme, c'est universel. Ça s'applique selon des conditions. Montesquieu a dit vérité au-delà de en deçà des Pyrénées, mensonge de l'autre côté. Donc, on ne peut pas nous imposer la démocratie française ou anglaise ou américaine. Mais nous devons appliquer les règles universelles de la démocratie à nos conditions concrètes. Ça. Mais aussi, accepter les critiques. Lorsque nous étions à Berlin, Mme Merkel nous a dit oui, c'est vrai que la domination extérieure est le cause de migration. Mais si la femme d'un président va faire des courses aux Champs-Élysées par la 5e avenue, même s'il n'y a pas de courant, les enfants ont les portes ils voient. Donc ça aussi, ça compte sur l'immigration. Nous ont dit que nous devons se dire des vérités aussi entre nos chefs d'État. C'est-à-dire, les faibles ressources que nous avons, nous devons les mettre au service des populations les plus déshéritées, les femmes et les jeunes, non pas préférées d'une minorité. Donc on doit se dire, nous avons aussi notre responsabilité en tant que chef d'État. Si nous critiquons les autres, nous devons nous critiquer aussi. Donc, il faut qu'on sache que les ressources de l'État doivent être consacrées principalement à résoudre les problèmes des femmes et des jeunes, non pas à être au service d'une minorité. Donc les responsabilités sont partagées. Il y a la responsabilité de ceux qui nous ont dominés et nous ont retardés. Il y a notre propre responsabilité. Donc aujourd'hui, c'est un langage franc que nous parlons. C'est-à-dire que nous ne sommes plus un syndicat de chefs d'État complices, mais nous sommes aujourd'hui des chefs d'État responsables qui se disent les vérités pour que l'Afrique avance. Mais cela suppose aussi que vous qui êtes dans l'organisation internationale, vous nous aidez. On n'est pas, Amina, c'est une exception. Je pense qu'on n'est pas très bien représenté dans l'organisation internationale. Comment faire pour que nous soyons mieux représentés? Ça, c'est vous qui pouvez nous aider, parce que vous êtes les mieux placés pour que les Africains les plus qualifiés puissent intégrer le système des Nations Unies. Mais il faut que vous travaillez avec nous pour savoir quelle est la stratégie qui peut nous permettre effectivement de faire en sorte que l'Afrique ne soit pas sous-représentée comme il est actuellement. Mais nous souhaitons aussi que vous impliquiez dans les 7 nouvelles marches de l'Afrique. Nous allons faire bientôt, avant la fin de l'année, une réunion avec la diaspora. Nous avons dit que la diaspora, c'est la 6e région. Or, la diaspora peut jouer un rôle extrêmement important dans l'émergence de cette nouvelle Afrique. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour que non seulement vous nous accompagnez, mais aussi vous soyez l'amplificateur des questions que nous allons défendre aujourd'hui au niveau de l'Union africaine. En tout cas, je peux vous dire que nous sommes déterminés, et on ne reculera pas, nous sommes déterminés à ce que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Nous sommes déterminés à prendre notre destin en main et, quels que soient les obstacles, nous les franchirons avec votre soutien et le soutien de la jeunesse. Merci.